avec l'islam. Mais là, l'islam, c'est l'Afrique, mais un peu juste à l'Afrique centrale. Oui, au Congo. Les tipi-tipi, là, comment on appelle ça? Type. Type-type. Oui. Quelqu'un, là, voilà, il s'est rebellé contre l'ordre des religieux musulmans dans cette zone. Alors, c'est un débat assez compliqué parce que pour le faire, alors qu'on cherche à la convergence des dominés et que les Arabes aujourd'hui sont aussi dominés que ça, mais pour moi, c'est un contentieux historique. Quand on ne le règle pas, il peut être un obstacle à la convergence des luttes. Il faut travailler sur ça aussi, mais intelligemment. Parce que la classe ouvrière va s'allier avec la paysannerie pauvre pour mener une lutte. Ce n'est pas les mêmes, l'autre il est salarié, l'autre il vit de la terre directe. La classe ouvrière occidentale, comme je disais à mes amis communistes, ils vivent aussi de l'exploitation de la classe ouvrière des colonies. Et que je ne vois pas la solidarité occidentale vis-à-vis de la classe ouvrière du truc alors qu'ils parlent de l'internationalisme. Donc tout ça, ce sont des débats. Si on veut être des intellectuels sérieux, aborder ces questions, on doit les poser. Et faire nos priorités, parce qu'il faut qu'on fasse des priorités dans ces analyses. Une fois c'est clair que le colonialisme, c'est de l'impérialisme, c'est l'impérialisme, il a amené le colonialisme, et le colonialisme a donné naissance à son fils aîné, comme je dis, le racisme. Maintenant, je ne veux pas mener un débat sur les manifestations de racisme, ça peut être l'objet d'une autre jour, mais comment on l'aborde? L'aliénation. Le racisme, il est non seulement intra-individuel, il est collectif, il est entre-groupe, il est institutionnel, il est étatique, mais il est le racisme international, qu'on ne dit pas. Moi, j'ai acheté international parce que tu vas aux Nations Unies, tu vas dans les organisations, le CETA, par exemple, qu'on parle aujourd'hui, c'est des trucs extrêmement feutrés dans les milieux les plus avancés. Tu vois la discrimination qu'on fait à d'autres points. Donc, c'est le cas que tu vas voir suite au nazisme. L'Europe n'a pas pu tirer les leçons de ce qui se passe. Si tu vois ce qui s'est passé en Grèce, et tout récemment ce qui se passe en Bolivie, ici même, c'est les enjeux économiques. Si on est d'accord que le racisme n'est qu'une idéologie qui a comme base pour exploiter les autres et les dominer. Donc, ces poches de résistance, il faut qu'on les comprenne. Si on aborde ça, maintenant on voit quelle est la conséquence de la colonisation, racisme sur les peuples, que ce soit au Vietnam, que ce soit en Afrique, que ce soit après, nous revenons sur l'Afrique. Les pays colonisés à partir des années 45, qu'on essaie de voir ce qui s'est passé réellement dans cette partie du monde. D'abord, on veut leur montrer qu'ils doivent parler nos langues. On doit vous amener l'école, on doit vous amener l'église. Les mêmes stratégies que les Arabes ont fait à l'époque. Donc, c'est comme si les Arabes avaient ouvert un peu la voie aux Européens de faciliter certaines choses. Et quand on revient aujourd'hui, c'est plus clair quand on voit le gars qui dit qu'il a découvert Christophe Colomb. On voit aujourd'hui clairement que c'était une entreprise de chercher le coût. Et maintenant, il faut que, je disais à John, qu'il faut que les références puissent être à la disposition des gens, que quand tu dis quelque chose, qu'ils puissent le trouver, parce que c'est un des débats les plus importants aussi. On ne sait pas tout dire, mais quand tu dis quelque chose, tu dois pouvoir donner les références pour que notre groupe de travail, les gens avec ces références puissent trouver les pistes pour dire, tiens, il y a un travail de recherche qui a été fait, mais voilà les pistes qu'on les rassemble pour que le gars puisse aller vite aussi, parce que les groupes de travail ne sont pas des écoles académiques où on peut passer tout le temps à développer. Ça, c'est un aspect pour moi très important. Donc, quel est l'impact du racisme sur la destruction socio-économique de ces peuples, sur leur religion? Dans tous les domaines, on a été déstructuré. Une fois déstructuré, on est en position de faiblesse. Une fois qu'on est en position de faiblesse, c'est là que la barbarie commence. D'autres disent que surtout qu'il va y avoir quelque chose de très bon, la révolution industrielle, qui est considérée comme un succès. Même si aujourd'hui j'ai des réserves. Parce que si la révolution agricole, technologique donne plus
ça et que ça me permet de mal bouffer, de mener que des guerres rapides entre nous, d'avoir des avions très rapides, mais quand même les accidents et les morts qui se passent à compter. Voilà, je me demande si nous rentrons dans une ère de la civilisation moderne, ou bien si c'est ça le progrès scientifique et technologique. Donc il va falloir amener aussi à discuter de montrer les développements scientifico-technologiques n'ont rien à voir avec l'utilisation des apports scientifiques. En tout cas, surtout pour les jeunes, ils faire la part des choses entre le progrès de la science. Le gars, il parle scientifiquement, c'est de la science. Mais comment il utilise sa science? C'est différent de la supercherie des autres qui vont nous venir avec l'idéologie raciste, scientifique, la chronologie, même eux, ils n'y croient plus, maintenant ils sont là-dedans, ils sont maintenant sur les cultures inférieures, supérieures. Et il y a des illustrations très importantes aujourd'hui encore avec l'anthropologie, l'archéologie, les recherches qui se passent particulièrement en Afrique centrale, qui montrent que ces peuples dont vous parlez, en civilisation, avaient fait des choses extraordinaires à l'époque. Le miracle même des pyramides égyptiennes reste encore un truc, le Soudan avec tout ce qu'on décrit maintenant. Voilà. Alors ces jeux-là sont importants parce que si tu n'as pas confiance en toi, partir de ton passé, que ce qu'on a dit de toi n'est pas vrai, pour te retrouver sur ton propre paradigme. C'est ça qu'on appelle les paradigmes. Si tu réfléchis en occidental, tu es perdu. Et si tu penses que c'est une question de vengeance aussi, tu es perdu. Il faut abattre tous les noirs et les blancs parce que, alors que comme je disais hier, si tu prends l'exemple de Cheikh Anta Diop lui-même, je veux être conséquent si tu veux. Si tu dis que l'homme blanc, c'est l'émanation de l'homme noir, ça veut dire que tu ne dois pas avoir des considérations de couleur parce que c'est comme si je m'habille en bleu, demain je m'habille en noir, en fonction des aléas de l'environnement et du climat. La mélanine ne peut pas être l'obstacle. C'est comme si tu veux maintenant catégoriser les gens, les géants et les petits. J'ai vu en Afrique comment au Cameroun, la première fois que j'étais là-dedans, j'étais un peu déçu que les Africains eux-mêmes pensent que les pygmées n'étaient pas des... À la limite, si ce n'étaient pas des sauvages. Donc, c'est des questions pour moi assez importantes quand nous voulons aborder la question de l'aliénation. Mais comment cette aliénation se manifeste? Se manifeste avec des concepts. Je te parle d'ethnie. Eux, ils n'ont pas d'ethnie. C'est important. Tu parles de sauvage, mais c'est eux qui définissent qu'est-ce que c'est un sauvage. Toi, tu ne définis pas. Il dit que toi, tu es noir. Mais toi, tu ne te définis pas. Eux, ils te disent qu'ils sont blancs et ils finissent par te faire accepter que tu es blanc. Donc, tout ce rapport-là, l'impact psychologique de ça, ils viennent enseigner chez toi, ils t'enseignent des choses. Par exemple, quand même, moi, je ne pouvais pas croire. Moi, j'ai étudié ça. À l'école élémentaire, déjà, vers le CE2, on appelle ça comme ça, nous avons nos cahiers, c'est bien clair, que nos ancêtres sont des Gaulois. Moi, je veux bien que les gens blaguent avec ça aujourd'hui, mais en enfant que j'étais fier d'être un petit Gaulois. Et tu vois, quand je me rends compte que, bon, ils se fichent de ma gueule, ça crée d'autres rapports. Et c'est la même chose qu'on va te dire. Mon ami Gaulois, ça fait. Hegel a dit ça, Frobenius a dit ça, et comme ça. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. J'ai fait une recherche sur Hegel, le passage de Léo Frobenius qui m'a beaucoup intéressé. Quand j'ai trouvé ça, je me dis, mais tiens, et c'était mon professeur qui parlait de ça à l'époque. Il n'est pas africain, hein, Léo Frobenius. Il a dit, Léo Frobenius est l'un des premiers ethnologues à remettre en cause les bases idéologiques du colonialisme, en contestant notamment l'idée que les Européens auraient trouvé en Afrique des peuples véritablement sauvages
auquel ils auraient apporté la civilisation. Et lui-même, il dit, lorsqu'ils arrivèrent dans la baie de Guinée et abordèrent à Baïda, c'est Baïda, les capitaines furent fort étonnés de trouver des rues bien aménagées, bordées sur une longueur de plusieurs lieues par 2 rangées d'arbres. Ils traversèrent pendant de longs jours une campagne couverte de champs magnifiques, habités par des hommes vêtus de costumes, éclatants dont ils avaient tissé le toit eux-mêmes. Plus au sud, dans le royaume du Congo, une foule grouillante, habillée de soie et de velours, de grands États bien ordonnés, et cela dans les moindres détails, des souverains puissants, des industries opulentes. Civilisés jusqu'à la moelle des eaux, et toute semblable était la condition des pays à la côte orientale, de Mozambique par exemple. Mais j'ai fait exprès, je ne vais pas donner la date, je ne vais pas donner la référence, j'ai essayé de voir à quelle période le gars pouvait dire ça. C'était déjà au XVIIe, au XVIe siècle. Il essaie d'expliquer que ce qui s'est passé en Afrique, comment c'était. Donc en réalité, on nous a caché une histoire, donc la question de l'histoire, ça s'est manifesté par ça, la négation, la falsification historique. Donc il nous faut avoir des repères historiques sur lesquels nous devons nous baser. Et faire un travail de désaliénation, ce n'est pas seulement penser que le blanc est l'ennemi, parce qu'on tombe dans les mêmes schémas de la généralisation. René Caillé a fait ça, tous les blancs sont comme ça. Alors que tu le sens. Moi, ma femme, quand elle se fâche, elle me dit pardon, mais c'est l'histoire du nègre. Mais celle-là, il ne reproduit que ce que la société lui a légué comme élément dans sa tête. C'est des stéréotypes, c'est des réflexes qui s'appliquent. Même entre nous, noirs, parfois, quand on a l'impression que c'est anodin comme ça, hein, espèce de nègre, tu vois. Mais pour moi, c'est dangereux, c'est l'habitude, c'est quelque chose qui commence à passer comme si de manière très simple. Alors, pour moi, le travail de désaliénation. Donc, on va voir qu'on voit, nous aussi, comment se manifeste ce rapport entre des gens. D'abord, comment ça se manifeste entre groupes, comment ça se, au niveau institutionnel, comment ça se passe au niveau étatique et au niveau international. Et revoir l'autre aspect aussi, comment ça se passe sur le plan spirituel, comment le rapport se fait sur le plan économique, comment le rapport se fait sur le plan social. Tous ces aspects, il faut faire un travail, chacun dans son domaine de compétence pour le voir. Parce que quand la science n'est pas l'apanage d'un blanc, d'un noir ou autre chose. Mais les méthodes d'approche doivent changer. Parce que tant que les aliénés pensent que la vérité sonne blanche, ils vont toujours suivre les blancs dans le modèle. Pour moi, de plus en plus aujourd'hui, dans le monde, le modèle occidental, ce n'est pas le modèle blanc, c'est le modèle occidental. Peut-être que même des noirs ont contribué à la création de ce modèle, parce que le rapport humain est un rapport changeant, influent les uns les autres. Parce que l'attitude de certains noirs, même ici en rapport vis-à-vis des noirs, pour moi c'est scandaleux. Pour moi, les noirs qui vont acheter des vestes de 250 €, des trucs de luxe insolents, mais ils contribuent de manière intelligente à enrichir l'oppresseur. Le capital, il le fait vivre. Alors que pour moi, ma thèse est seulement que face au capitalisme, au dominant, il faut se déconnecter. C'est pourquoi, chez Anta Diop, lui, il reproduit un schéma assez classique en disant ah non, la supercherie c'est terminé. Il faut que maintenant on essaie de jouer le jeu. Que chacun ait ce qu'il a et on négocie. Mais là, il faut que sur le plan intellectuel, sur le plan de la recherche, qu'on soit égal. Et c'est ça qu'il disait à Obenga à l'époque, quand il lui disait armez-vous de la science jusqu'aux dents pour affronter l'Occident. À compétence égale, la vérité finit par triompher. Mais si tu ne connais pas, c'est lui qui est le détenteur de la connaissance. Et cette connaissance aussi, il ne l'a pas de manière très visible aussi. Hein. Il faut que tu saches que nous sachions que certaines idées sont élaborées depuis dans la franc-maçonnerie, hein, qui a été très progressiste par rapport à certaines choses, mais dans le sens qu'on préfère perpétuer la domination.
Parce que les rapports de force changent. Et tu vas voir ça dans les Illuminati, aujourd'hui, ce qui se passe aux États-Unis, c'est terrible. Les Noirs deviennent, ils ont des positions assez bizarres par rapport à certaines choses. Et tu verras ça, les contradictions aussi, entre la position de Martin Luther King, et tu vas voir après qu'est-ce qui s'est passé avec les Elijah Mohamed et qu'est-ce qui va passer avec les Malcolm X, avec les Black Panthers. Tu vois, c'est une évolution. La lecture de ces évolutions pourrait illustrer aussi maintenant la troisième phase de désaliénation. Parce qu'eux, ils l'ont perçu comme une force de libération. Et c'est comme ça que Fanon aussi va poser ça comme une force de libération nationale. Même si on va voir que Fanon se méfie bien de ces forces de libération, avec tout ce qui s'est passé en Algérie, avec la naissance de la bourgeoisie locale, qui est devenue plus prédatrice que la bourgeoisie locale. Mobutu va prendre toutes les formes de chansons, d'habillement, comme si c'est ça qui rompt les rapports. Tu dis parler votre langue nationale, oui, c'est important de parler nos langues, parce qu'il y a un truc culturel là-dedans qui peut nous aider à parler. Mais c'est pas ça le problème. Et Cheikh Anta Diop, lui, il pose la question sur l'angle de la rupture épistémologique. Il faut le concept de rupture qu'on l'explique, qu'est-ce que ça veut dire. Et moi, j'ai eu à donner des cours à Pikamat avec les Kémy Seba. Je fais partie de ceux qui ont développé ce qu'on appelle un bon gauchiste, la tribu K. La tribu K, c'est quelque chose qui devait pouvoir rassembler les Noirs pour répondre du tic-tac avec, selon l'angle des Black Panthers. Mais après, je me suis rendu compte que c'est insuffisant en termes de l'idéal marque que je dois développer en tant qu'Africain, en tant que quelqu'un qui veut libérer les gens. Non, la libération nationale peut prendre les armes, ça peut être des groupes de personnes qui s'organisent pour trouver des réponses à des groupes de GT ou autre chose, mais ça demande aussi un certain nombre d'enseignements, aussi de remettre en cause un certain nombre d'enseignements. Et je disais aux gens que ce n'est pas nouveau. Même en Europe, l'enseignement a été remis en cause à plusieurs étapes. Quand tu vas de Rousseau, l'Émile et de l'éducation, en passant par Alain jusqu'au dernier grand philosophe de l'éducation, des sciences, tu te rends compte que les choses ont évolué. Et que les combats sur la libération de l'homme, que ce soit dans les combats de l'industrie alimentaire en Angleterre, aux États-Unis, jusqu'aujourd'hui, avec le nouveau révolutionnaire, les gars qui portent les papillons. Dirupo, qui dit maintenant que quand même c'est possible qu'on ait qu'on travaille 5 jours. Moi je trouve ça révolutionnaire, je l'applaudis, mais je sais qu'il filme, c'est un réactionnaire, mais qui développe une thèse révolutionnaire, mais je l'applaudis. Moi j'avance. Donc la question n'est pas une question blanche, parce que la question blanche c'est la question noire. C'est les mêmes questions. Alors on ne peut pas désaliéner sans clarifier ces trucs-là. Et les gens veulent que nous allions, qu'on nous partions attaquer, mais on attaque qui? Il faut que nous cible. Qui est le problème? Qui perpétue l'aliénation? Tu ne les connais même pas, ils sont dans les paradis fiscaux, tu les vois même pas ces gens. Donc il faut développer ce qu'on appelle la conscience noire. Et qu'est-ce que c'est une conscience noire? Mais il faut que cette conscience soit aussi partagée. Et quand je vois ça, je vois qu'un latino-américain qui s'appelle Paulo Puebla développe la même chose. Il parle de pédagogie des opprimés, il parle de la pédagogie des opprimés, il parle de la conscientisation. Et je connais des révolutionnaires quand même, pas des révolutionnaires, mais des blancs qui sont partis en Afrique du Sud, mais qui sont devenus presque des Zoulous. Voilà, c'est des épiphénomènes, mais qui existent. J'ai vu des gens qui n'ont aucune considération par rapport aux blancs même, qui considèrent comme étant des prédateurs. Donc leur éducation, leur cursus, leur prise de conscience les amenait à d'autres choses.
Mais ces gens-là, les plus nantis là, sont au-dessus de ça. Ils ne sont pas dans les trucs de racisme. Ils sont prêts à payer des gens pour élaborer des théories pour continuer à dominer les gens. Mais non, ils s'en fichent de l'un. S'ils ont un intérêt avec les noirs, tout de suite, ils leur vendent le cacao. Coca-Cola s'en fiche pas mal de noir-blanc. Tu donnes, il ne paye. Donc, est-ce que ça veut dire que Coca-Cola n'est pas raciste? Bon, donc les jeunes américains ne sont pas sortis de cette auberge. Donc nous, nos jeunes aussi ne sont pas sortis.